Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Sylvie Berman. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors vous avez été la première femme ambassadrice dans un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez notamment représenté la France à Pékin, à Londres et à Moscou, mais aussi comme conseillère à la mission permanente de la France aux Nations Unies. Vous avez aussi été la première femme élevée à la dignité d'ambassadrice de France. Et puis tout au long de vos 40 années de carrière, vous avez été aux premières loges pour voir le monde changer quelque part. Un parcours que vous avez d'ailleurs détaillé dans un livre, Madame l'ambassadeur, publié en 2022. C'est quoi d'ailleurs, Sylvie Berman, être ambassadeur ? C'est quoi le métier de diplomate, Sylvie Berman ? Et il faut dire ambassadeur ou ambassadrice ? Alors, moi, je préférais ambassadeur parce Vous n'êtes que pas je féministe ? considère que... Si, tout à fait, mais je considère que ce qui est important, c'est la fonction Ouais. et non pas la féminisation d'un titre. Et d'ailleurs, le titre avait été féminisé à un moment où on ne nommait pas de femme. C'était la femme de l'ambassadeur. Ces ambassadrice. postes, voilà, Ouais. absolument. Mais bon, aujourd'hui, les choses évoluent, les jeunes ont adopté le titre d'ambassadrice, donc ça Et alors, n'a donc, plus d'importance aujourd'hui. alors, Le en dehors de métier. ça, ambassadeur, c'est quoi ? C'est quoi être diplomate ? alors- C'est quoi être ambassadeur ? Alors, quand vous êtes ambassadeur, vous représentez le président de la République et l'ensemble du gouvernement, c'est-à-dire que vous représentez les intérêts de la France à l'étranger, quand vous êtes en poste à l'étranger, bien évidemment, et tous les intérêts, c'est-à-dire dans le domaine diplomatique, le domaine économique, culturel, scientifique, etc. Et d'ailleurs, dans les grandes ambassades, vous avez une dizaine, voire plus de ministères qui sont représentés également. Parce que l'économie, ça compte beaucoup aujourd'hui. Alors, l'économie, ça compte beaucoup aujourd'hui. Surtout dans les pays dans lesquels vous avez représenté la France. hein. Absolument. Et en tout cas, surtout dans des pays où tout est à un niveau étatique, et c'est vrai que beaucoup de ces sujets se traitent à ce niveau-là, les Airbus en Chine, par exemple. Ah, Mais vous avez même- participé aux négociations sur les Airbus ? Ben En oui. tant qu'ambassadeur ? Non, en tant qu'ambassadeur, oui. Alors, c'est pas final. Ouais. La décision finale intervient après, mais bien évidemment. Ouais. Et puis avec les Chinois, comme c'était un symbole de succès des visites, c'était une vraie négociation Mmh. pour On parlera en de la avoir le Chine plus parce que possible. dans le cadre de ces négociations, vous avez rencontré en Chine, en Russie, en Grande-Bretagne, tout un tas de dirigeants du monde. hein. Donc vous allez nous en parler. Mais d'abord, et puisque c'est le principe de l'émission, Sylvie Berman, un mot sur votre parcours. Peut-être qu'est-ce que vous retenez de votre enfance d'abord ? De mon enfance, c'est Vos d'abord parents, ma grand-mère, Votre grand-mère, mais d'abord vos parents. mes parents. Ils étaient avocats. Ils étaient avocats. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce tous qu'ils vous les ont appris ? deux. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis ? Alors, mon père était très, très cultivé, très politique, très littéraire. D'ailleurs, mon vrai prénom est Sylvie Agnès et c'est Sylvie des Filles du Feu de Nerval Ah oui. et Agnès de l'École des femmes. C'était l'origine. Donc, beaucoup de discussions, souvent très intellectuelles, effectivement, avec lui. Et puis, il y avait ma grand-mère. Alors, grand-mère... Votre grand-mère. Alors, votre grand-mère, je crois que ça a été la grande figure de votre enfance. Hein, votre grand-mère, Mina. Mina, parce que c'était une personnalité très forte. Ouais. Et puis, c'était un peu l'ailleurs, l'imaginaire que je me suis créé parce qu'elle est née à Kiev en 1903. Et elle offrait à tous ses enfants le général Dourakine. Et le général Dourakine, ça faisait rêver. Sauf que je pensais que c'était un général très impressionnant. Alors que Dourak en russe, ça parce veut que dire vous parlez idiot. russe. Et ça veut dire idiot, donc le petit idiot. Mais je rêvais des plaines enneigées, enfin l'espèce de romantisme de la Russie. Et je voulais en parler après, mais c'est vrai que c'est à travers ce livre que vous avez rêvé d'être diplomate ? Non, c'est pas à travers ce livre que j'ai rêvé d'être diplomate, mais c'est ce livre qui m'a ouvert le monde et l'envie de découvrir. Et de voyager peut-être. Et de quelque part. voyager. Hein ? Et de découvrir un ailleurs. Et au départ, c'était effectivement la Russie à cause de ma grand-mère, mais ensuite, ça a été l'Asie, la Chine. Ouais, la Et, Russie, l'Ukraine, et puis votre grand-mère, elle a fui. Alors, ma l'Ukraine, grand-mère est à cause des à pogroms, cause des pogroms. C'est mon arrière-grand-mère. Elle Ouais. avait 7 ans, 7 ou 8 ans, quand elle est partie avec ses parents. Mmh. Et effectivement, c'était l'époque des pogroms. Et donc, c'est Mina, votre grand-mère Mina, Mina, oui. qui vous a transmis quelque chose de la Russie, mais aussi une conscience juive, une identité juive.
C'est Oui. juste de dire ça? Non, c'est juste de dire ça, mais c'est aussi parce que mon arrière-grand-père est mort à Auschwitz et donc ça crée bien évidemment une identité. C'est une référence incontournable, même si je n'ai pas de religion, que ma mère n'est pas juive, mais il n'empêche que Mais vous la ressentez, cette identité Oui, juive? je la ressens bien évidemment. Puis je m'appelle Berman, hein, Ouais. donc pour les autres, c'est aussi signifiant. Et Comme je disait la Sartre, ressens hein, à cause... Oui, on ressent l'identité juive à travers l'antisémitisme non, et les antisémites. absolument. Et Hein? puis, le plus fort, c'était effectivement la Shoah et l'extermination. Et alors, et vous avez, dans votre enfance aussi, pendant votre jeunesse, c'est vrai que vous avez été bercé dans la culture et la langue yiddish par votre grand-mère et votre arrière-grand-mère? Alors, bercé, non, Enfin, bercé, en tout cas, vous non, l'avez entendu parler. non, si je l'avais suffisamment entendu, je le parlerais. Ouais. Mais en fait, mon arrière-grand-mère, qui est morte quand j'avais 15 ans, parlait très peu le français. En revanche, ma grand-mère n'avait aucun accent en français, même si elle parlait le russe et le yiddish. J'entendais parfois mon père converser avec mon grand-oncle, le frère de ma grand-mère, et il se racontant des blagues en yiddish. Des histoires juives. Des histoires juives, absolument. Et vous les avez encore en Mais tête? non, parce que, C'était encore une du fois, yiddish, mais... je ne parlais pas le yiddish. Ouais. Et alors, vous avez parlé de votre père qui était un passionné d'histoire, un intellectuel, hein, Oui. d'histoire, d'actualité. Alors, il paraît qu'il vous a fait lire Mein Kampf. Oui, tout à fait, pour savoir ce que c'était que l'extermination des Juifs, d'où ça partait. Et pour lui, c'était important. Il était très politique aussi. Il était à un moment au Parti communiste parce qu'il pensait que le communisme allait mettre fin justement à l'antisémitisme. Et il a découvert que non. Donc, il a évolué. Mais il était passionné par la situation politique en France, à l'étranger. Et donc, il en parlait beaucoup. Et c'est quoi d'ailleurs pour vous cette identité juive? Ça représente quoi? Mais c'est l'appartenance d'abord à un peuple qui a connu les massacres, la Shoah, et je suis toujours très émue quand je lis des livres sur ce sujet-là, et je me dis que si j'avais vécu à cette époque-là, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Et puis on parlera de ce qui se passe aujourd'hui, hein, pour Oui. faire un saut vers le passé. Mais d'abord, vous avez Vous beaucoup... savez, je vais ajouter quelque chose. J'ai lu Les Bienveillantes. Ouais. Alors, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais en fait, je faisais des cauchemars la nuit, pensant qu'on me poursuivait, parce que c'était un livre très, très marquant. C'était sur la base de sources historiques et autres. Mais le fait de lire sous forme de roman, ça m'avait beaucoup marqué. Alors, vous avez beaucoup lu, justement, beaucoup lu. Je crois que vous avez d'ailleurs 5000 livres chez vous. Oui. C'est ça? Bibliothèque de 5000 livres. Et vous avez dû vous séparer de 2 À ou 3 peu 000 près livres. 1 millier jusqu'à millier. présent, mais j'ai pas fini parce que j'ai déménagé, même si j'ai des bibliothèques partout, j'ai pas assez de place. Alors, vous parlez 3 langues couramment, en dehors du français. On en reparlera un peu tout à l'heure. Le russe, le chinois, l'anglais. Et vous avez beaucoup voyagé. Tout ça, ça a compté. Et ça compte. Ah bien sûr, moi c'était de toute façon, dès que j'ai eu une dizaine d'années, mon rêve c'était de voyager, d'aller le plus loin possible. Donc on faisait des voyages en Angleterre à l'époque, à Pâques, et je disais à mon père que je voulais aller au Japon, que je voulais aller aux États-Unis, enfin j'avais envie de découvrir le monde. Et à chaque fois que je voyage, j'ai envie de passer la frontière suivante. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné, puisque vous avez commencé votre carrière diplomatique en Asie, hein, ou Oui. du côté des relations franco-asiatiques, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'Asie, le goût de l'Asie? Parce que j'ai fait des études d'histoire aussi et je trouvais qu'on avait une vision très européocentrée de l'histoire et j'avais envie de connaître autre chose. Donc j'avais choisi tous les enseignements sur les relations entre l'Orient et l'Occident. Et l'ailleurs le plus lointain, c'était évidemment l'Asie, c'était la Chine et le Japon. Quand j'étais adolescente, il y avait beaucoup de films japonais exceptionnels, hein, La Mizoguchi, Kurosawa. Que vous regardiez Que je en regardais. japonais? Alors, oui, toujours. Mais je ne les comprenais pas, mais je Mais vous lisais avez appris les le japonais sous-titres. aussi, hein? J'ai appris le japonais, mais j'ai pas eu le temps de continuer. Et puis, la Chine m'a beaucoup plus fascinée à cette époque-là, Et parce que pourquoi? c'était le cœur de la culture asiatique. C'est comme le grec et le latin pour Donc nous. là, on est dans les années 70. On est dans les années 70, j'ai passé mon bac en 71 et j'ai fait les Langso et des études d'histoire ensuite, avant de faire Sciences Po. Et donc, c'est à ce moment-là que Perfit écrit « Quand la Chine s'éveillera ». Oui, tout Hein? à fait.
qui était un livre tout à fait intéressant. Et la Chine s'est éveillée depuis. Et la Chine s'est éveillée depuis. Alors, personne n'y croyait parce que la direction des études de Sciences Po m'avait refusé la suspension d'études. À l'époque, il n'y avait pas d'année de césure en me disant que j'allais perdre mon temps. Je vais aller en Chine. Ben, j'ai été étudiante en Chine. J'allais perdre mon temps dans un pays sans avenir. Et on reparlera de votre carrière en Chine. On va parler, vous avez été diplomate dans la Chine de Hu Jintao. Vous avez aussi connu celle de Mao, quand vous étiez étudiante. Et en quoi était-ce une Chine différente de celle de Xi Jinping que nous connaissons aujourd'hui? C'était un autre monde. La Chine était d'une pauvreté inimaginable aujourd'hui. C'était vraiment la misère. Ils n'avaient rien à manger. Ils avaient connu la famine. Ils se nourrissaient de ces choux chinois longs qu'on enterrait pendant l'hiver. Il n'y avait pas de chauffage. On avait des tickets de rationnement. J'en ai gardé quelques-uns pour les tickets de coton. Donc, oui, c'était cette misère et ce contrôle politique également. Ce qui était, ce qu'Orwell appelle la police de la pensée, c'est-à-dire que les Chinois n'osaient pas parler à leurs parents et on n'était pas censé rencontrer des Chinois. Ou les enfants espionnaient leurs parents. Oui, je ne sais plus ce que j'ai dit. Les enfants espionnaient leurs parents, donc les parents n'osaient pas parler devant les enfants. Espionnaient leurs parents parce que certains, mais pas nécessairement, même volontairement, quand ils étaient tout petits, mais ils répétaient ce qu'ils entendaient et donc les parents étaient très prudents, ils étaient prudents avec leurs amis aussi. Mais j'ai connu la fin de la révolution culturelle, c'est-à-dire la chute de la bande des quatre, et tout à coup ça s'est ouvert, les Chinois ont commencé à parler, enfin il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et alors, il y a eu peut-être un certain nombre d'erreurs commises vis-à-vis de la Chine. D'abord, le fait d'avoir transféré une partie de notre industrie en Chine. Ça a été une erreur ou pas? Alors, pas totalement, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui intéressait les entreprises, c'était le marché chinois, parce que c'est 1,4 milliard d'habitants, et effectivement, ils vendaient aussi pour le marché chinois. Alors, il y a eu des transferts de technologie, et je me souviens quand j'ai été nommée, j'avais demandé... Donc, on était en 2011 2011, j'avais demandé au patron du CAC 40 en disant, mais est-ce que vous ne craignez pas, effectivement, un peu, un transfert de technologie. Voilà. Et il m'avait répondu non, parce qu'on garde toujours une génération d'avance. Mais c'est plus tout à fait le cas. Mais c'est plus le cas. Non, mais même à l'époque, je veux dire, c'était un peu condescendant vis-à-vis des Chinois, en pensant qu'ils ne seraient pas capables, seulement de reproduire, mais de faire mieux. Ça veut dire quelque part de les mépriser. Ben oui. C'est une sorte de néocolonialisme. Oui, c'est de penser. C'est pour ça que j'emploie le terme de condescendance, plus diplomatique. Mais effectivement, oui, c'était du mépris. Et donc, ça a débouché sur un problème de maîtrise du leadership économique de l'Occident par rapport à la Chine. Oui, parce qu'on n'a pas vu les évolutions arriver de manière aussi rapide. Quand un écrivain chinois dit « la Chine a vécu en 30 ans ce que les autres pays, ce que vous avez vécu en 300 ans », c'était inimaginable. Ouais. Et à l'époque, vous y croyez ou pas? Alors, à l'époque de la fin de la révolution culturelle, pas encore, mais j'étais en poste à Hong Kong. Et en fait, Hong Kong, c'est l'intelligence chinoise. C'était les capitalistes de Shanghai. Même si ça a changé de statut depuis. Oui, mais à l'époque, je veux dire, d'abord, c'était une vraie colonie britannique. Les Chinois n'avaient pas voix au chapitre, mais simplement, vous aviez des hommes d'affaires chinois, qu'on pourrait appeler des oligarques ou des tycoons, qui réussissaient très bien. Et la richesse de Hong Kong et la transformation en grande puissance financière, c'est les Chinois, ce n'était pas les Anglais. Alors, grande puissance financière, mais aussi autocratie, voire dictature. Ça laisse quelle place pour la diplomatie? Ça n'empêche pas la diplomatie, parce que si vous vous souvenez des relations à l'époque de la guerre froide entre l'Union soviétique et le monde occidental, elles étaient excellentes. Il y avait constamment des visites, il y avait des règles, absolument. Donc en Chine, ça n'empêche pas la diplomatie. Et en plus de ça, d'abord la Chine a évolué, elle s'est durcie au cours des dernières années. Moi, j'ai connu une période de relative, je dis bien relative, liberté. C'est ce que pensaient les Chinois également. Mais Xi Jinping ne perçoit pas l'Europe ou l'Occident comme Poutine, et il pense que l'Europe peut être une alliée contre les États-Unis, alors que Poutine considère qu'il y a un Occident collectif dirigé par les États-Unis. Donc il y a une différence, et il se trouve
Moi, j'étais là-bas au moment du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Il garde cette reconnaissance au général de Gaulle, qui a reconnu la Chine en 64. On a célébré ça et il y a une forme de romantisme des Chinois. Enfin, d'ailleurs, ils trouvent que les Français sont romantiques. De romantisme des Chinois, mais... romantisme des Chinois par rapport... Oui, mais après... au niveau relations bilatérales, ça... après, ils font des affaires, les Chinois. Ils préfèrent l'Allemagne à la France. Ils sont pragmatiques. Si l'Allemagne est plus puissante... il disait à l'époque que la France s'appuie sur la culture, l'Allemagne sur la voiture et les Anglais sur la finance et l'enseignement. Ça veut dire qu'on a tout faux, ou pas? Pas nécessairement. Parce que la culture, c'est quand même important. Hein. La culture, c'est important, mais non, mais justement, on a vendu aussi... on a une chaîne de fabrication d'Airbus, d'assemblage d'Airbus, ce qui a permis à Airbus, en réalité, d'être à égalité avec Boeing, ce qui n'était pas le cas au départ. On a vendu le nucléaire... pour Boeing, pour Airbus, oui. Ouais. Puis on a établi des universités, et, donc je pense qu'on a fait beaucoup de choses. Alors comment vous voyez l'évolution des relations avec la Chine et peut-être aussi avec les autres autocraties? Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une période d'incertitude stratégique, parce que personne ne s'attendait à la guerre de Poutine en Ukraine, et elle a eu lieu. Donc en Chine... En fait, on aurait pensé que de toute façon, les Chinois n'allaient pas attaquer Taïwan. Maintenant, on ne peut plus répondre. Alors justement, c'était ça la question aussi. Taïwan. Est-ce que ça peut être l'Ukraine de la Chine? Alors, je ne pense pas que ça sera l'Ukraine de la Chine. Bon, en plus, qui va être, j'en sais rien, parce que je ne sais pas s'ils interviendront. Ce qui est compliqué pour Taïwan, l'Ukraine, c'était clair, c'est-à-dire que c'est un pays indépendant, reconnu par les Nations Unies. Taïwan n'est pas un pays, n'est pas indépendant, indépendant si, mais c'est une forme d'autonomie. Et en fait, on est dans l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire le statu quo, pas d'indépendance de Taïwan et pas d'occupation ou d'attaque de la Chine. Et alors, donc on va passer de la Chine à la Russie. Vous avez connu aussi Poutine. Oui. Vous avez participé à des négociations avec lui en tant qu'ambassadeur. Les négociations ne se font pas entre les ambassadeurs et les grands chefs d'État, mais j'étais à tous les entretiens, que ce soit des ministres, d'Emmanuel Macron, y compris à Brégançon, y compris à Saint-Pétersbourg. Et alors, jusqu'à Brégançon, quel souvenir vous gardez de lui? Parce que Brégançon, c'était apparu comme un rendez-vous important, un tournant peut-être dans les relations entre la France et la Russie, entre Macron et Poutine. Est-ce que ça a été une erreur? Non, c'était pas du tout une erreur parce que ils ont discuté de l'Ukraine à Brégançon et Poutine avait accepté pour la première fois de rencontrer l'été 2019. L'été 2019 à Brégançon, et Emmanuel Macron recevant Vladimir Poutine à Brégançon. Tout à fait. Et il avait obtenu de lui qu'il y ait une rencontre en format Normandie à Paris, c'est-à-dire avec Angela Merkel, la France, et puis Poutine et Zelensky. Et il y avait eu quand même un certain nombre de progrès à ce moment-là. Mais c'était avant l'isolement du Covid. Et c'était, parce qu'il devait y avoir une deuxième réunion à Berlin au printemps 2020, qui évidemment n'a jamais eu lieu. Donc je ne pense pas que c'était une erreur. Je pense qu'en plus, il y a eu cet enfermement de Poutine au moment du Covid et cette espèce d'obsession sur l'Ukraine, même s'il n'avait jamais aimé l'indépendance de l'Ukraine. Poutine, c'est un dictateur? En tout cas, c'est un dictateur aujourd'hui. Ouais. À l'époque, il y avait... c'est vrai que les journaux, les médias, la télévision avait été rachetée par les oligarques proches de Poutine, mais vous pouviez tout lire, tout recevoir. C'est plus le cas aujourd'hui. Et vous allez en prison. Aujourd'hui. Vous allez en prison. Oui, tout à fait. Vous êtes assassiné. Et il y avait encore des journaux, des radios indépendantes, l'Écho de Moscou, la télévision Docht. Donc, il y avait une forme de liberté d'expression, en tout cas. Et depuis la guerre de Poutine en Ukraine, quand on fait le parallèle entre Poutine et Hitler, entre la Russie d'aujourd'hui et l'Allemagne d'Asie, c'est judicieux ou pas? Non, c'est un autocrate, c'est un dictateur aujourd'hui parce que c'est effectivement aussi le temps de la guerre, mais c'est pas Hitler. Il a commis une erreur et une faute.
Il a une faute parce que évidemment l'Ukraine est un pays indépendant et la Russie avait reconnu l'indépendance de l'Ukraine, et une faute et une erreur parce que il pensait en 3 jours régler le problème en se disant on élimine Zelensky, on met un fantoche à sa Et place. 2 ans et demi après, Et on y est toujours. ensuite, parce que en fait, à l'époque, Zelensky était très impopulaire et l'armée en particulier l'armée ukrainienne détestait Zelensky. Donc il s'est trompé, mais Mais comment on sort de cette guerre? Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir sortir de la guerre. oui, bien évidemment, comme de toutes les guerres, donc je pense qu'il y aura un moment des négociations. D'ailleurs, le terme n'est plus tabou. Zelensky l'emploie également. Donc ce qu'il veut, c'est être en position davantage de force, mais l'Ukraine ne va pas récupérer tous les territoires occupés. Et donc il faudra négocier, mais il faut qu'en contrepartie, l'Ukraine obtienne des vraies garanties avec probablement des accords de défense si elle ne peut pas rentrer à l'OTAN. Alors, vous avez connu la fin de la guerre froide et donc ce qu'on appelait à l'époque le multilatéralisme. Là, nous sommes passés à une autre ère. Ça manque aujourd'hui, le multilatéralisme? Oui, le multilatéralisme, c'est terminé. Il a été remplacé par la multipolarité. Ouais. Et la multipolarité, c'est en gros, chaque pays a des relations purement transactionnelles. C'est-à-dire l'exemple le plus probant, c'est l'Inde, qui a d'excellentes relations avec la Russie, mais qui est cultivée par les Américains aussi, et qui considère que c'est le multi-alignement en fonction des intérêts des pays. Donc il y a plus de règles aujourd'hui, et puis les Nations Unies ont déclaré forfait. Hein. Les Nations Unies ont déclaré forfait, puis il y a des nouveaux axes qui se forment. Par exemple, est-ce qu'on peut parler d'un axe entre la Russie, la Chine, éventuellement la Corée du Nord et l'Iran? Non, je ne pense pas que ce soit un axe. D'abord parce que la Chine a connu l'alliance avec l'Union soviétique et ne veut pas renouveler d'alliance. Donc Une elle entente aussi, cordiale? c'est en fonction de ses intérêts. C'est-à-dire que la Russie, c'est parce qu'ils ont un ennemi commun. Il y a un principe qui est l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et qui s'applique dans ce cas-là, même si je pense que la Chine n'avait aucun intérêt à la guerre en Ukraine et que ça l'embarrasse. Au niveau économique, Au niveau économique, parce que ça perturbe effectivement les circuits économiques mondiaux. Mais si un jour elle a besoin de la Russie, elle a intérêt à ne pas condamner la Russie aujourd'hui, à se ménager aussi un rôle assez neutre et assez central. Beaucoup de pays font cela aujourd'hui. Je parlais de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Brésil. Donc le monde a changé de ce point de vue-là. Et alors l'axe Iran, Oui, Corée non, du Nord, pardon, Russie. j'ai pas répondu. C'est vrai. La Corée du Nord, il y a une relation spéciale depuis la guerre de Corée parce que Staline n'était pas intervenu. C'est Mao qui l'a fait, donc il y avait une reconnaissance de Kim Il-sung, et la Chine a conservé ce rôle un petit peu de mentor qui consiste à aider la Corée du Nord, mais en même temps à essayer d'éviter des débordements de la part de ce pays. Donc elle ne veut pas d'axe. Et d'ailleurs, quand Poutine s'est rendu en Chine, il voulait aller ensuite en Corée du Nord qui est à côté, Xi Jinping lui a demandé de ne pas le faire dans un seul voyage. Donc il y est retourné. Il y est retourné et il y a des contrats d'armement. Tout à fait. Hein, donc, d'un côté des missiles balistiques et de l'autre tout des à fait, technologies nucléaires. Absolument. Et la Chine ne voulait pas être associée à ça. Et l'Iran, c'est pareil. C'est pas une amitié avec l'Iran. Mais vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Et beaucoup considèrent que c'est pas un nom approprié. Mais peu importe. Ce qui les soude, c'est leur hostilité à l'Occident. Et donc, effectivement, l'Iran est un pays qui est sous sanction de l'Occident, très largement grâce à Trump aussi. Donc l'Iran n'a plus rien à perdre. Et la Chine ne veut pas ostraciser des pays qui sont sous sanction parce qu'elle-même a été sous sanction. Enfin, elle l'est toujours d'ailleurs, de la part des Européens après le massacre de Tiananmen. Et donc, elle est solidaire. Les sanctions, non. Elle est solidaire des pays sous sanction. Donc voilà, elle cultive cela de manière purement pragmatique et absolument sans aucune idéologie. Ça, c'est la Chine, mais l'axe Moscou,
Corée du Nord, Russie, Corée du Nord, Iran. Alors, je pense qu'il y a Moscou, Corée du Nord, il y a clairement une alliance qui a été voulue par Poutine. Il n'était pas allé en Corée du Nord depuis un quart de siècle. Donc, s'il y est allé, s'il a fait cet effort-là, c'est bien pour en obtenir quelque chose. Et donc, effectivement, c'est ces missiles. Mais c'est pas lié Corée du Nord et Iran. Iran, c'est autre chose. Là aussi, ils ont besoin des missiles iraniens. Ça montre peut-être aussi quelque part la faiblesse oui, de Moscou. Non, mais absolument. Mais voilà. Mais simplement, il y a un choix qui a été fait par Moscou, comme Pékin, mais c'est frappant pour Moscou, c'est-à-dire de lâcher Israël, avec lesquels ils avaient d'excellentes relations. À l'époque où j'y étais, de la Russie. Netanyahou était tous les 2 mois à Moscou. Mais pour soutenir justement les pays arabes dans le conflit actuel. Et donc c'est un choix purement pragmatique, cynique, et la Chine soutient aussi de la même manière. Alors, vous avez connu aussi les États-Unis, vous avez suivi le débat Trump-Harris. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors d'abord, moi, la période où j'ai vécu aux États-Unis, c'est la période Clinton, donc c'était tout à fait autre chose. Mais bon, mais ce que j'ai pensé du débat, c'était intéressant parce que il y avait des doutes sur la capacité de Kamala Harris, parce qu'elle avait été très mauvaise pendant la primaire, elle était très critiquée par les démocrates. Il y a eu un engouement parce que après Biden et ses déficiences, ça a recréé un espoir pour le Parti démocrate. Et là, effectivement, elle a été meilleure que Trump. Et là, mais ça ne changera rien. L'élection, on sait où on va avec cette élection ou pas ? Non, parce que en fait, c'est à peu près, les sondages sont à peu près équilibrés. Et en plus de ça, les sondages n'ont pas grand sens. Moi, j'ai vécu à Londres au temps du Brexit. Les sondages étaient pour le maintien. En même 3 mois après, il y avait Trump et tous les journalistes américains qu'on voyait nous disaient arithmétiquement aucune chance que Trump gagne parce qu'il n'aura pas le vote des femmes, des Noirs, etc. Il a été élu. Donc je crois qu'on ne peut rien dire aujourd'hui et que les sondages ne sont pas parlants. Alors, au centre des préoccupations des Américains et du reste du monde, la stratégie de Trump, plutôt du reste du monde que des Américains. La stratégie de Trump face à l'Ukraine, à la Russie, à l'Europe et peut-être aussi au Proche-Orient. Sa victoire, elle changerait quoi ? Alors, je pense que sur l'Ukraine, il l'a dit, répété, il réglerait le programme en 24 heures. Ouais. Il avait de bonnes relations avec Vladimir Poutine qu'il respectait et Vladimir Poutine, il voyait bien évidemment son intérêt. Et d'ailleurs, il avait de bonnes relations aussi avec Kim Il-jung. Oui, mais c'est différent parce que ça a été plus anecdotique, ça n'a pas donné de résultat, mais effectivement, il avait essayé. On a les images et les photos en tête. Oui, tout à fait. Mais il y a un sujet sur lequel il avait réussi, c'est quand même les accords d'Abraham. Ouais. Et donc, il peut faire effectivement... Peut-être à l'origine du 7 octobre dont on va parler. Pas totalement non plus. C'est pour ça que je dis peut-être. Oui, ça a un lien, puisque effectivement, ça devait être parachevé par la reconnaissance par l'Arabie Saoudite d'Israël. C'est vrai. Mais en même temps, ça a été un effort diplomatique qui a porté ses fruits. Donc, il peut effectivement obtenir quelque chose si Poutine considère que de toute façon, il ne gagnera pas la guerre non plus. Je pense que ni l'Ukraine ni la Russie ne vont la gagner. Et on verra où on va et quand surtout. Alors, mais ils chercheront, d'ailleurs Kamala Harris aussi cherchera un règlement de paix, pas seulement Trump, ça sera différent. Pour des raisons peut-être quelque part internes. Parce qu'ils sont isolationnistes et qu'ils en ont assez des guerres. Donc, ouais, parce que ça contrarierait aussi peut-être l'économie mondiale, c'est ça aussi derrière. Oui, sauf que ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain, il se frotte les mains. Alors, vous parlez 3 langues en dehors du français, comme on l'a dit tout à l'heure, le chinois, le russe et l'anglais. Une question, justement à propos des langues. Comment vous expliquez que la pratique de l'hébreu est très rare, voire inexistante au Quai d'Orsay ? Parce que vous avez plus de pays arabes que de pays qui parlent l'hébreu, si je puis m'exprimer. Il y a des hébraïsants ou pas au Quai d'Orsay ? Il y a quelques hébraïsants, mais très peu, parce qu'en réalité,
C'est plutôt le monde arabe. Et il y a une fascination pour la culture arabe, pour le monde arabe. Et donc, vous avez beaucoup plus... au Quai d'Orsay, donc vous avez beaucoup plus d'arabisants. Ouais. Mais aussi parce qu'ils ont plus d'opportunités d'être en poste dans des pays où on parle l'arabe. Ouais. Une fascination pour le monde arabe au Quai d'Orsay. Un mot justement sur le Quai d'Orsay. Vous avez gravi tous les échelons jusqu'à en devenir ambassadrice de France. Hein, c'est très rare de devenir, et vous étiez la première femme à devenir ambassadrice de France. On a souvent dit que la politique arabe, et même pro-arabe de la France, était celle du Quai d'Orsay. C'est juste ou pas ? C'est une politique qui remonte aussi au général de Gaulle, qui a été repris par les présidents de la République. Mais c'est vrai le général que de Gaulle, vous avez... post-67. Post-67, absolument. Et puis vous Peuple avez d'élite sur de lieux dominateurs. Voilà. Et puis vous avez eu également Chirac au moment de la guerre en Irak, qui est une erreur majeure de la part Donc le discours des Américains. Le discours de Villepin à l'ONU... c'est un discours iconique qui restera dans l'histoire. D'ailleurs, quand... vous voyez des films sur les Nations Unies, ça passe en boucle. Et les Américains, un an après, en tout cas Time Magazine, avait publié The French Were Right. Les Français avaient raison. Et alors, est-ce que vous avez ressenti, ou peut-être même, est-ce que vous avez souffert de ce biais pro-arabe du Quai d'Orsay ? Non, j'en ai pas souffert. C'était... Mais vous l'avez constaté ? Je l'ai constaté parce que j'ai été aussi... C'est-à-dire quand on parlait du métier, j'ai été aussi dans le multilatéral à New York et à Bruxelles. Et donc, on négocie des textes sur justement ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, qu'on appelait à l'époque le processus de paix. C'est-à-dire pendant des années, même si on n'avait plus, le titre, c'était processus de paix au Moyen-Orient. Ouais. Et donc, oui, c'était assez clair. D'ailleurs, processus de paix, on en reviendra tout à l'heure. 1982, quand François Mitterrand va à la Knesset, il fait son discours devant la Knesset et tout y est à ce moment-là. Oui. Tout y est. Non, mais absolument. Et c'est vrai aussi que les Européens aussi, il y avait ce qu'on appelait la déclaration de Venise. Dont je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Ouais. Et puis, on n'y est pas arrivé encore. Quai d'Orsay. Oui. Comment on appelle le deuxième étage du Quai d'Orsay ? Alors, le deuxième étage du Quai d'Orsay était surnommé par les autres la rue arabe. Pourquoi ? Parce que non seulement, il y avait ce biais pro-arabe, mais quand vous alliez, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans les couloirs de la direction du Moyen-Orient, vous entendiez les radios arabes, Al Jazeera ou autres. Y compris les télé arabes. Ouais. Y compris, et puis vous aviez également des tapis, des décorations. Des tapis, pas des tapis de prière, des tapis. Ah non, oui, pas des tapis de prière. Non, des tapis, des souvenirs orientaux, oui, des souvenirs, mais c'était beaucoup plus exotique, si je puis dire comme ça, que dans les autres directions, même des directions géographiques. Il y avait une sensibilité pro-arabe. Oui, bien sûr. Une culture pro-arabe. Mais qui est liée, encore une fois, je veux dire, si vous faites des études d'arabe, c'est parce que vous êtes intéressé par la civilisation, et puis, vous finissez par... avoir également une compréhension de... Et vous qui vous souveniez de ce que vous disait votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre père, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous disiez ? Mais sur le conflit, encore une fois, si on garde ce terme israélo-palestinien, le souci était d'avoir une solution équitable. Ouais. Et à l'époque, c'était... Non, mais sur le fait qu'il y avait... on voyait qu'un seul biais des choses et de la situation. Oui, non, mais c'était un constat, ça peut être dommage, mais on a eu des ambassadeurs en Israël qui, eux, avaient des positions différentes. Et même des ministres des Affaires étrangères, qui avaient des positions un peu équilibrées. Bien sûr, équilibrées. Et donc, c'est pas lié, encore une fois, on en reparlera peut-être, à l'antisémitisme actuel. On va en parler, n'ayez pas peur, on va en parler. Alors, justement, il y a 11 mois, Sylvie Berman, le pogrom du Hamas du 7 octobre, presque un an. Que comprenez-vous dans ce qui se passe depuis le 7 octobre ? Ce que je trouve absolument effrayant dans nos sociétés, en France, mais aux États-Unis, au Royaume-Uni également, c'est que les réactions antisémites et les actes antisémites ont commencé le 7 octobre. Ouais. Et non pas au moment où il y a eu des représailles de la part d'Israël. Et vous dites représailles. Et c'est ça qui est... Ouais. Oui. C'est pas Israël qui a commencé la guerre, quoi. C'est pas Israël qui a commencé la guerre. Ouais.
Et comment vous expliquez ça? L'antisémitisme est arrivé tout de suite. Ben parce que l'antisémitisme préexistait. Je veux dire, il était déjà dans les esprits. Et puis parce que, alors pour certains, c'est bon, un soutien au peuple palestinien, ce qu'on comprend tout à fait. Mais l'antisémitisme, c'est quelque chose avec des excès de dont on va différent, parler. avec des excès, bien Alors, évidemment. au passage, Quand on arrache les photos des enfants otages, c'est monstrueux. D'ailleurs, on a vu une fonctionnaire du Quai d'Orsay le faire. Hein. Oui, alors elle n'était pas fonctionnaire, elle était contractuelle. Contractuelle, mais bon, c'est... Oui. Hein, ça fait mal. Et au passage, et même si, il faut le dire, chaque victime, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, suscite la même compassion. Bien sûr. Comment vous expliquez que c'est le narratif du Hamas et les chiffres du ministère de la Santé du Hamas qui ont fini par s'imposer? Je crois que... Le narratif surtout du Hamas. Oui, mais parce qu'il y a une hostilité de manière générale aussi à ce que représente l'Occident, l'homme blanc et que le juif incarne. On a des communautés arabes qui sont... Enfin, en France d'ailleurs, qui est beaucoup plus importante que dans d'autres pays, mais au Royaume-Uni, quand vous avez eu les manifestations contre Israël, quand vous aviez, je ne sais plus, il me semble que c'était jusqu'à 300 000 personnes avec le Free Palestine. Et puis des drapeaux du Hamas. Hein. Et les drapeaux du Hamas. Alors, pardon. Non, mais au Royaume-Uni, j'avais connu ça, puisque à l'époque, il y a eu l'élection de Corbyn. Je sais de quoi vous avez parlé, on va en reparler un peu plus tard. Autre chose. On reste sur le Quai d'Orsay. Vous avez connu Dominique de Villepin au Quai d'Orsay. Il a multiplié depuis le 7 octobre les déclarations tonitruantes sur la guerre à Gaza. Le 23 novembre dernier, c'était il y a 9 mois, il a ainsi pointé du doigt ce qu'il a appelé la domination financière sur les médias et le monde de l'art qui, selon lui, empêche l'émergence de voix dissonantes sur la guerre entre Israël et le Hamas. Beaucoup y ont vu des relents d'antisémitisme. Et vous? Alors, je ne sais pas si... Enfin, moi, quand il était ministre, il avait une forme de romantisme pro-palestinien aussi. C'est quoi du romantisme pro-palestinien? C'est-à-dire la cause d'un peuple victime. Et, déjà à l'époque. Déjà à l'époque, c'était très fort chez lui. Est-ce que c'est de l'antisémitisme? Je veux dire, aujourd'hui, je n'ai pas vu toutes ces déclarations. On ne peut pas parler aujourd'hui des victimes... palestinienne, ce qui est absolument dramatique, bien évidemment, mais sans faire référence à ce pogrom du 7 octobre. Donc c'est ça. Lui, il a encore fait une déclaration jeudi, c'était jeudi sur Inter, on est dimanche. Il a considéré qu'il y avait beaucoup plus que les 40 000 morts, alors que c'est le chiffre du entre guillemets, ministère de la Santé de Gaza. Et Villepin qui considère aussi que c'est le silence, c'est la chape de plomb sur Gaza, que c'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Conclusion de l'ancien Premier ministre de la France. La France n'a plus de voix sur la scène internationale. Le logiciel présidentiel, comprendre celui de Macron, est un logiciel dépassé sur le plan international. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a raison ou pas d'accuser la diplomatie française et Emmanuel Macron de ne plus jouer aucun rôle sur la scène internationale? Et pourquoi cet acharnement contre Israël? Oui, alors c'est à lui qu'il faut le demander. Hein. Non, mais comment vous expliquez ça? Mais sur l'impuissance de la politique étrangère française, c'est vrai. C'est vrai, parce que de manière générale, les Européens sont un peu en arrière de la main. La France est influente au sein de l'Union européenne, mais sauf que l'Union européenne ne compte plus. D'abord sur le problème... palestinien, elle est extrêmement divisée. Et là aussi, vous avez des pays pro-palestiniens, des pays pro-israéliens, comme l'Allemagne pour des raisons historiques. Et donc, c'est très compliqué d'avoir une position. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui compte? C'est les États-Unis. Et ils sont impuissants, les États-Unis. Il faut attendre peut-être des élections américaines aussi. Il faut attendre des élections américaines. Mais Biden a essayé d'obtenir un cessez-le-feu. Les Israéliens n'écoutent pas. Donc, c'est l'Occident aujourd'hui qui est très largement impuissant à peser sur ce conflit. Je reviens sur Villepin. Ce romantisme pro-palestinien, ça frise l'antisémitisme? C'est de l'antisémitisme? Écoutez, moi, je ne le percevais pas comme de l'antisémitisme à l'époque. Est-ce qu'il est antisémite? J'en sais rien. Mais vous posez la question ou pas? C'est... Je n'ai vu que sa dernière déclaration. Ce que je trouve étonnant, c'est de ne pas parler du 7 octobre. Mais
En revanche, de parler des victimes palestiniennes, alors il y a autre chose qui est surprenant, c'est le chiffre, parce que le Hamas aurait plutôt intérêt à gonfler les chiffres, ils vont pas sûrement pas les minimiser. Ouais. Donc parce que c'est dans son Mmh. intérêt, dans un intérêt de propagande. Encore une fois, c'est beaucoup trop, c'est des victimes Ouais. civiles, et il faudrait aujourd'hui en finir avec En cette finir. guerre Alors, et avoir un cessez-le-feu. alors justement, est-ce que la paix, est-ce que l'arrêt de la guerre peut s'imposer avec les mêmes dirigeants israéliens palestiniens? Mais non, c'est bien le problème. Je veux dire, Netanyahou, ce qui l'intéresse aujourd'hui, et il est critiqué. Il était En critiqué Israël, même en Israël, même avant 750 000, Mais oui, 750 000 Israéliens dans les rues, tout à samedi, il y a fait. 8 jours. Et alors À l'échelle de la France, ça ferait 5-6 millions de personnes. Non, mais tout à fait. C'était déjà le cas d'ailleurs avant le 7 octobre, et ça l'est aujourd'hui parce que beaucoup ont le sentiment que le sort des otages ne le préoccupe pas beaucoup. Il est soutenu donc par deux ministres d'extrême droite, suprémacistes, racistes, qui Et on sont va préciser les choses. Ben Gvir et Smotrich. Ben Gvir qui a Voilà. applaudi l'assassinat de Rabin. Absolument. Et donc, parce qu'il ne reste pas au pouvoir. Et s'il ne reste pas au pouvoir, il sera incriminé par la justice. Voilà. Et donc, c'est des intérêts purement égoïstes et qui sont critiqués, encore une fois, comme vous venez de le dire, également par les Israéliens. Donc, c'est difficile avec lui. Du côté palestinien, on ne va pas faire une paix avec le Hamas qui veut la destruction d'Israël. Vous comprenez quand qui on le dit qu'il faut que- éradiquer le Hamas? Mais je le comprends, sauf que éradiquer le Hamas, ça veut dire quoi? Ouais. Éradiquer les structures militaires du Hamas, si on peut, mais Yahya Sinwar est toujours caché dans les ces tunnels. tunnels. Il y a encore des roquettes qui sont lancées. Le Hamas, a sans doute été affaibli. Mais en même temps, s'il y avait des élections aujourd'hui, y compris en Cisjordanie, le Hamas gagnerait. Alors, vous étiez en poste, on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelques minutes. Vous étiez en poste à Londres au moment du Brexit. Les Tories, les conservateurs, parlaient d'Europe et les travaillistes, à travers Jeremy Corbyn, de la Palestine. Un peu comme, c'est pas un peu, c'est comme Mélenchon et LFI aujourd'hui. Oui, on l'a peu dit, ça. Hein. on l'a Alors, peu... le oui. souvenir que vous avez, c'était quoi? Non, mais c'est par exemple les conventions des partis avant les élections. La convention du parti conservateur, il y a ce qu'on appelle les événements en marge. Ça portait sur l'Europe, puisque c'était déjà le Brexit qui était dans l'air. Et la convention du Parti travailliste, ils n'ont fait des événements que sur la Palestine, Donc, ce qui n'avait aucun sens. Il n'y avait aucun sens, mais ça veut dire que Mélenchon, il a suivi le modèle Corbyn. Je ne sais pas s'il a suivi le modèle Corbyn, mais entre Corbyn et Mélenchon, il y a pas mal de rapprochements, parce que c'est une extrême gauche qui attire des jeunes, parfois les enfants des députés conservateurs à l'époque. Et alors, en tout cas, au sein du parti travailliste de l'époque, puisque Keir Starmer a veillé à éliminer toutes ces tendances-là, il y avait beaucoup d'antisémitisme. Et alors, ça veut dire un parallèle travailliste Corbyn, Mélenchon et les filles, est-ce qu'il est lié, c'est l'antisémitisme? Oui. Vous parlez d'antisémitisme de Mélenchon et de les filles ou pas? Je pense que chez les filles, il y a beaucoup d'antisémites. Je ne dirais pas que les filles égale antisémitisme, mais il y a beaucoup d'antisémites. Mélenchon, il est antisémite? Mélenchon, c'est autre chose. Je veux dire, il fait un calcul politique, puisque les cols bleus ne soutiennent plus le parti. Il a choisi une clientèle musulmane. Hein. Je ne suis pas une experte de la politique intérieure, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et alors, en tout cas, vous avez un parcours, vous avez des origines familiales qui vous renvoient à ça. Qu'est-ce qu'il dirait votre père aujourd'hui? Qu'est-ce que dirait votre grand-mère et votre arrière-grand-mère? Je pense que pour eux, ça serait une souffrance et une incompréhension incroyable, parce que le sentiment de revivre ce qu'ils imaginaient être éradiqué par la démocratie, c'est tous ces propos antisémites et ces actes antisémites. Donc, propos antisémites de la part d'une partie de la gauche, de LFI, c'est ça? On est bien d'accord? De LFI, d'autres, oui, très largement de LFI. Il y a eu un antisémitisme d'extrême droite qui... demeure peut-être, mais en même temps, c'est vrai que Marine Le Pen a décidé d'en finir avec cela, et elle a fait la marche contre l'antisémitisme, tant mieux, même si,
il reste dans ce parti des relents d'antisémitisme, mais aujourd'hui, il est passé très largement à l'extrême gauche. Et aujourd'hui, vous avez clair. plus peur de l'antisémitisme d'extrême gauche ou de l'antisémitisme d'extrême droite? De celui qui est dominant. C'est lequel? Aujourd'hui, c'est effectivement l'extrême gauche. L'extrême gauche? Un danger? Oui. Pour les juifs notamment? Je pense, oui. Hein? Oui. Ouais. J'ai oublié de vous poser une question par rapport à vos postes en Russie, en Chine, en Grande-Bretagne. Vous avez connu beaucoup de dirigeants du monde de ces 40 dernières années. Ça a été quoi les moments les plus marquants de cette carrière? Vous avez rencontré par exemple la reine d'Angleterre, les dirigeants chinois, Poutine. Qu'est-ce que vous avez en tête? La reine d'Angleterre, c'était quelque chose d'exceptionnel parce que c'est l'histoire. C'est-à-dire que cette femme qui, en plus, avait de l'humour, qui était extrêmement attentionnée, et quelqu'un qui a rencontré tous les grands dirigeants de ce monde. Donc, depuis la guerre. C'était depuis la guerre. Donc c'était absolument fascinant. Mais c'est vrai que Poutine, Xi Jinping sont des personnalités très fortes et qui jouent un rôle. Bon ou mauvais, c'est pas le sujet, en tout cas, dans le monde. Qui pèse sur le monde. Qui pèse sur le monde. Et sur l'avenir du monde. Oui, bien sûr. Et le monde, justement, l'état du monde, est-ce qu'il ne vous donne pas le vertige? Est-ce que vous dites aujourd'hui le monde est plus dangereux que celui que vous avez connu au début de votre carrière? Oui, bien sûr. Parce qu'au début de ma carrière, il y avait des règles, il y avait des espoirs également. Même si c'était encore la guerre froide. Mais d'abord, moi, j'ai connu la fin de la guerre froide avec Gorbatchev à Moscou, puisque j'étais en poste en Union soviétique à ce moment-là. La Chine évoluait aussi, y compris se démocratisait, se libéralisait un peu. Et il y avait ces références au multilatéralisme. Et comme j'étais à New York aux Nations Unies, on a adopté beaucoup de conventions sur les droits de l'homme. Merci en tout cas, Sylvie Berman, d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci.